Amis auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Nous avons la chance, le plaisir de recevoir aujourd'hui Miloud Kadar, un économiste de la santé. Miloud Kadar, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes économiste de la santé, ancien haut fonctionnaire international. Vous avez exercé de nombreuses années au sein de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Vous avez été en charge des questions d'évaluation économique, des systèmes, des politiques et des programmes de santé, ainsi que des analyses des coûts et du financement des produits pharmaceutiques, des vaccins et des produits biologiques. Vous avez travaillé dans une cinquantaine de pays et vous avez conduit divers travaux de recherche et des études de terrain en collaboration avec de nombreux organismes de coopération bilatérale, multilatérale, tels que l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, le FNUAP, l'UNESCO, la Banque mondiale et la Banque asiatique du développement, entre autres, avec la Commission européenne. Vous avez également un parcours d'enseignant au sein de l'université à travers quelques pays à travers le monde. Et vous avez aussi occupé des postes divers postes de responsabilité au sein d'organismes d'assistance technique et de conseil en France, au Maroc et aux États-Unis. Vous êtes l'un des créateurs du réseau d'économie et système de santé au niveau du Maghreb, le RESMA. Vous êtes diplômé de l'université d'Oran et vous avez poursuivi ensuite à Grenoble et à Nancy en sciences économiques et santé publique. Et une contribution non des moindres, celle que vous êtes l'auteur de nombreux articles, de rapports et publications de niveau international sur les questions d'économie de la santé, autant dans le marché des vaccins et des médicaments que des financements et des réformes des systèmes de santé en Algérie essentiellement et au Maghreb de manière plus générale. Et vous êtes également membre d'associations d'économistes de la santé à travers l'Afrique et le Maghreb. Ceci fait de vous un précieux intervenant, conseils et analyses tout aussi précieuses. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends, Abdelatif. Ah, très bien. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne sais pas, peut-être un mot, peut-être... on vous a déjà reçu lors d'une émission précédente sur Pharma Group. Hein? Eh ben, je voudrais tout d'abord vous remercier, Abdelatif, pour cette invitation. J'apprécie beaucoup Pharma Group et l'activité, toutes les informations et les messages que diffuse Pharma Group. Donc je suis très heureux de participer avec vous à cet entretien aujourd'hui. Très bien, c'est nous qui vous remercions donc d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes dans un moment assez crucial, non seulement pour notre pays, mais également pour le monde. Hein. C'est la plus grave menace de ce 21e siècle que cette pandémie à Covid-19. De nombreuses victimes sont à déplorer au sein de la population et des professionnels de la santé également. C'est un test, on va dire, si on peut dire, grandeur nature, de la réactivité de notre système de santé et dans la question des crises sanitaires en particulier, dans la gestion des crises sanitaires en particulier. Il y a certainement eu des bons points, c'est incontestable. Il y a également eu des failles. En l'état actuel de la situation, quels éléments avez-vous relevés? Merci Abdelatif pour cette question. Effectivement, cette pandémie marquera certainement les esprits pour longtemps. Oui. Pour trois raisons à mon avis. La première, c'est que cette vitesse de propagation de cette pandémie a étonné tout le monde. Comme vous le savez, en 3 mois, elle a traversé tous les territoires et pays et contaminé des millions de personnes et tué des centaines de milliers parmi la population générale et malheureusement aussi parmi les professionnels de la santé, notamment en Europe, aux États-Unis et dans certains pays asiatiques, mais pas seulement, y compris dans notre pays. La deuxième raison est le fait que la médecine, qu'on croyait puissante, n'avait pas de réponse immédiate prête par rapport à ce virus. On ne dispose malheureusement jusqu'à présent ni de vaccins ni de médicaments effectivement efficaces et validés par toutes les instances concernées
malgré qu'il y a beaucoup de recherches en ce domaine, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les vaccins. Mais pour le moment, seules les mesures de prévention et de discipline collective peuvent effectivement freiner et arrêter la chaîne de transmission des virus. C'est une situation unique, exceptionnelle. Et la troisième raison est, comme pour une guerre, une crise politique, la durée et l'intensité de cette pandémie demeurent encore très incertaines. On a beaucoup de questions qui restent malheureusement sans réponse claire, ferme et qui permettent de prendre des décisions. Vous parlez de capacité de réponse. Effectivement, cette pandémie a touché l'Algérie également et a mis à rude épreuve notre pays en général, son économie, mais également son système de santé. Je crois qu'on peut dire que le virus a profité de la mondialisation, puisqu'il est venu d'ailleurs, mais il a aussi profité des faiblesses de notre système de santé. Et le Covid-19 a révélé l'état d'impréparation, malheureusement, et surtout de déliquescence de notre système de santé depuis plus de 20 ans. Impréparation car depuis au moins 10 ans, il y a eu des signes d'épidémie à potentiel pandémique. Rappelez-vous du SRAS en 2002-2003, rappelez-vous du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, rappelez-vous d'Ebola en Afrique dans certains pays comme la Guinée et la Sierra Leone, mais aussi il y a eu d'autres signes, d'autres risques sanitaires majeurs qui étaient là pour nous alerter, pour nous inciter à préparer et à mettre en place un véritable système de surveillance épidémiologique, d'alerte, de communication et de réponse rapide. Malheureusement, rien de sérieux et de fonctionnel n'a été mis en place. Et dans un premier temps, dans notre pays, comme vous le savez, les moyens de protection, comme les gants, les masques, le gel, n'étaient pas là. Les services de prise en charge n'étaient pas complètement équipés, n'étaient pas prêts. Les équipements étaient insuffisants et la coordination absente dans beaucoup de cas. Il a fallu improviser, il a fallu agir dans l'urgence, s'agiter dans tous les sens, estimer les besoins, passer des commandes d'urgence, payer plus cher peut-être, former des équipes, mettre en place un comité de suivi, mobiliser et former les personnels de santé. Les mesures de confinement et de déconfinement ont été prises. Elles sont en général justifiées, mais elles n'ont pas toujours tenu compte de tous les facteurs et de toutes les implications sociales, économiques, psychologiques, individuelles et collectives du confinement et maintenant du déconfinement dont on parle. La réponse à une crise comme celle du coronavirus, ne dépend pas seulement du système de soins. Elle dépend aussi de la qualité et de l'organisation de toutes les institutions, en particulier les institutions publiques, et de leur capacité à fournir des services rapidement et surtout à instaurer un climat de confiance, un climat de discipline pour que les précautions et les restrictions soient respectées par tous. Il faut l'avouer, tout cela est compliqué et difficile à concevoir et à mettre en œuvre. Et cette situation est celle de pas mal de pays, pas seulement de l'Algérie. Et beaucoup ont été surpris et ont eu du mal à réagir correctement. Il faudra tirer les enseignements et les leçons. Et comme disait quelqu'un, on ne rattrape pas le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre du temps. Écoutez, on a cité comme riposte à cette pandémie, parmi l'un des éléments cités, c'était la création d'une agence de sécurité sanitaire. On peut se poser certaines questions. Est-ce une nécessité et comment? Je crois que ce que je lisais le 3 mai, il y a quelques jours, la décision a été prise de créer cette agence nationale de sécurité sanitaire par le président de la République en réunion des conseils des ministres, donc le 3 mai. On ne sait pas exactement quelle va être sa mission principale. Est-ce qu'on en a besoin? Oui. Mais comme je viens de vous dire, on ne sait pas encore quelle va être la principale mission de cette agence. Est-ce que cette agence va s'occuper uniquement de la sécurité nationale sur le plan sanitaire, c'est-à-dire faire face aux catastrophes naturelles, faire face aux incidents industriels majeurs, ou faire face aux grandes épidémies, aux pandémies comme celle que l'on vient ou qu'on est en train de vivre, ou serait-elle chargée de mener la réforme du système de santé annoncée par le président de la République et par le ministre de la Santé? Ce sont là deux missions totalement différentes, même si elles sont complémentaires. Je ne sais pas exactement
quelle est l'orientation, la direction qui a été donnée. Mais en tout cas, cette agence, elle est la bienvenue. Mais il y a effectivement de nombreuses questions, de nombreuses considérations à prendre en compte. Par exemple, on a déjà un institut qui s'appelle l'Institut national de santé publique, Oui. et qui est à Alger. L'INSP, oui. Oui, l'INSP, mais qui est resté en hibernation pendant de longues années. Alors pourquoi ne pas avoir juste revitalisé cet institut? Pourquoi créer une autre agence? Bon, et qui fera quoi entre l'INSP et cette agence nationale de sécurité sociale? Quelles seront leurs relations, leurs attributions? Est-ce que l'agence va absorber l'INSP? Je n'en sais rien. Quel va être le rapport de cette agence avec le ministère de la Santé? Parce que si on lui donne comme fonction, comme mandat de réformer le système de santé, dans ce cas, on peut se poser la question, que va faire le ministère par rapport à cette agence? Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de choses à discuter. À mon avis, il faudra étudier et certainement bénéficier des expériences des autres pays dans ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup d'agences nationales de santé dans beaucoup de pays, notamment les pays développés, les pays scandinaves, mais pas seulement, et faire les bons arbitrages en termes de mission, en termes d'attribution, en termes de moyens, mais aussi choisir les hommes et les outils adéquats pour le succès de cette agence. Et dans un contexte de contraintes, comme on le sait actuellement, vous avez vu qu'il y a quelques jours, on a divisé le budget de fonctionnement de l'État algérien de 50%. On ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé. Nous n'avons ni le temps ni les moyens. Et c'est important d'aller vers de l'efficience, d'aller vers une option qui permettrait vraiment de réformer le système de santé et aussi de faire face aux épidémies, aux pandémies comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà ce que je trouve pratique sur ce point-là. On va revenir sur les systèmes de santé, mais tout de suite, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'impact économique? On a constaté qu'il y avait un ralentissement de l'économie avec de lourdes pertes dans de nombreux secteurs. On a vu en Europe des licenciements massifs dans certains secteurs, les secteurs des transports où plus de 30% du personnel avait été licencié, pour ne citer que ce secteur. A-t-on une idée donc de l'impact économique de cette pandémie sur notre économie? Alors, d'abord, un mot sur le fait que l'impact économique de la crise Covid-19 risque de faire encore plus de victimes que le virus lui-même. L'impact économique est encore plus important que le risque sanitaire et que les conséquences sur le plan de la mortalité de la population. Les conséquences économiques de la propagation du virus sont brutales. Sous l'effet d'un double choc au niveau de l'offre, on a une baisse des activités. On a beaucoup d'usines qui ont fermé, on a beaucoup d'activités qui sont complètement arrêtées. On a une baisse de la production massive dans beaucoup de pays. On a donc un choc au niveau de l'offre, mais on a aussi un choc au niveau de la demande. On a une baisse de la consommation des ménages, de la population, du fait du confinement, du fait de l'arrêt des activités, du fait de la diminution des moyens de transport, de la mobilité, des voyages dans le monde. Donc, des deux côtés, du côté de l'offre et de la demande, on a vraiment un choc important qui a fait que les conséquences économiques sont énormes sur les richesses produites et sur le fonctionnement des sociétés et des économies dans beaucoup de pays. La pandémie de Covid-19 a fait craindre aussi des pénuries alimentaires. Les avions ne volent plus, les moyens de transport sont bloqués et beaucoup de pays ont émis des restrictions temporaires à l'exportation de certains produits alimentaires de base, comme le blé, comme la farine, comme l'huile, comme le sucre. Et donc ces perturbations, du point de vue des transports, ont des conséquences énormes sur la possibilité d'assurer la sécurité alimentaire au niveau mondial, du fait de la rupture des chaînes d'approvisionnement. La crise économique a aussi, on n'a pas une estimation complète des conséquences économiques, mais elle est considérée comme inédite, à la fois par sa nature et par son ampleur. Et le FMI, la Banque mondiale ont fait des estimations, les premières estimations qui nous disent qu'on prévoit une chute de la production intérieure brute au niveau mondial de 3%. C'est-à-dire que les richesses mondiales vont diminuer de 3% et beaucoup plus en Europe, par exemple, on prévoit autour de 7 à 8% de réduction du PIB. Aux États-Unis aussi, on attend
une certaine récession et une crise économique relativement forte par rapport aux retards qui ont été enregistrés, observés dans la riposte par rapport au Covid-19. Dans les pays en développement, l'impact économique est énorme, sous différentes formes. Prenez le cas des pays comme la Tunisie ou l'Égypte, qui dépendent en partie du tourisme, en grande partie du tourisme. Que vont devenir leurs économies du fait du confinement, du fait que les gens ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas aller en Égypte ou en Tunisie? Prenez le cas d'un pays comme le Venezuela, comme l'Angola ou l'Algérie, qui dépendent massivement des recettes pétrolières. Là, il y a eu aussi une conséquence de la baisse de la demande de pétrole et des hydrocarbures dans le monde, qui a fait que les prix ont chuté énormément. Et ça, c'est un double choc, et un choc sanitaire, mais aussi un choc en termes économiques et financiers. En Algérie, est-ce qu'on a une estimation de l'impact économique? Non, parce que c'est toujours en cours. On est en train de travailler là-dessus. Beaucoup d'instances au niveau gouvernemental sont en train de travailler là-dessus, à mon avis. Mais on peut dire que l'impact économique est énorme du fait des effets de mesures de confinement, de quasi-arrêt de beaucoup d'activités et de la mobilité des populations. Cet impact est plus massif, il faut le dire, pour tous ceux qui vivent au jour le jour, tous ceux qui doivent travailler chaque jour pour gagner leur pain, pour eux, pour leur famille, pour nourrir leur famille. Et ils sont nombreux et malheureusement bénéficient peu du fait des sociales, malgré toutes les mesures qui ont été prises. Mais ceux qui sont dans le secteur informel, ceux qui sont en dehors du circuit officiel, ils ont du mal à tenir les deux bouts du fait de toutes les restrictions qui ont été mises en place. Et donc là, je crois que la crise sanitaire en Algérie est aggravée par la chute drastique des recettes pétrolières et de nos réserves en devises. Et de nombreux indicateurs économiques sont déjà au rouge. Vous le savez, les déficits des budgets du gouvernement, les déficits de notre balance des paiements, les déficits de la balance commerciale, c'est énorme. Heureusement que nous ne sommes pas en paix, heureusement que nous avons encore quelques réserves. Mais il faut dire que la situation, elle est assez alarmante de ce côté-là. Donc, voilà, je voudrais quand même ne pas laisser uniquement cette impression très négative, mais il faut dire aussi que cette crise peut être une opportunité pour accélérer les réformes tant attendues dans notre économie, pour la diversifier, pour sortir du tout pétrole, pour assurer notre sécurité alimentaire, pour entamer une vraie transition énergétique et numérique, pour intégrer justement le secteur informel dont je viens de parler et mettre en place un système fiscal juste et un système bancaire performant, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. Et vous savez que, par exemple, au niveau mondial, on critique beaucoup le fait que de nombreux produits, de nombreuses matières actives et produits importants sont fabriqués en Asie, en particulier en Chine. Et beaucoup de grandes d'entreprises multinationales veulent relocaliser leur production en dehors de la Chine. Je crois que l'Algérie pourrait être la grande bénéficiaire, pourrait être une des grandes bénéficiaires de cette relocalisation. Pourquoi? Parce que l'Algérie a ses richesses, a beaucoup de richesses. Elle a des cadres compétents, elle a une profondeur, une dimension africaine, elle a une tradition économique importante, couplée avec une digitalisation et une transition énergétique. Je crois que là, on aurait une chance de gagner dans cette crise économique et avec les relocalisations des activités qui peuvent s'opérer. Donc voilà un effet positif, si on veut, de cette crise économique entraînée par le Covid-19. Comme c'est souvent le cas, quand il faut bousculer un peu la machine, donc on avait abordé le système de santé. Donc les réformes effectivement ont été annoncées par le président, par le chef de l'État. Bon, bien sûr, là aussi ça appelle quelques questions. Qu'en est-il? Est-il possible de mettre sur pied de bonnes réformes? Existe-t-il un modèle qui conviendrait à notre pays? Et y a-t-il des préalables à ces réformes? Alors, vous posez une question importante qui est vraiment à l'ordre du jour. Et je crois que le chantier de la réforme du secteur de la santé est certainement un des chantiers majeurs de l'Algérie. À côté de celui de l'éducation, bien évidemment, à côté de celui de la justice,
de l'économie et de la gouvernance du pays. La santé est vraiment au centre de toutes ces réformes. On en parle depuis au moins 20 ans. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé, vous savez, le nom du ministère de la Santé parle de réforme hospitalière. Mais rien de sérieux, de continu n'a été fait ces dernières années, ces 10, 15, 20 ans. Pour simplifier, je dirais, on a des médecins. On a beaucoup de médecins et de médecins compétents, des pharmaciens, des infirmiers de qualité. Mais on n'a pas de médecine. On a des hôpitaux, on a des CHU, on a des maternités, on a des centres de santé, on a des cliniques publiques et privées, certaines de bonne qualité, mais on n'a pas de système de soins. On a des lois, on a des décrets, on a des arrêtés, on a des programmes, on a des projets, on a des budgets, mais on n'a pas de politique nationale de santé. Là, il y a une grande différence. On n'a pas de système, on n'a pas de politique, on a des éléments, on a des composants, on a des fragments. Et tout ça est à mettre ensemble. Et je crois que c'est l'objectif d'une politique et d'une stratégie de santé. Pourquoi ce gâchis? Pourquoi toute cette faille dans le système de santé? Je les résumerai en 3 points très simples. La première, je dirais qu'il n'y a pas actuellement de vision. Il n'y a pas de stratégie sur la santé, sur les 10, 15, 20 années qui viennent. On confond souvent aussi soins et santé. Lorsqu'on parle de réforme de la santé, on parle de construire de nouveaux hôpitaux, de nouveaux CHU, augmenter la production de médicaments. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est décisif. Mais on confond souvent soins et santé. La santé ne dépend pas, la santé de la population, la santé de citoyens ne dépend pas seulement du système de soins, c'est-à-dire des services qui s'occupent de malades et de maladies. La santé est la résultante de nombreux facteurs, de nombreux déterminants, comme la qualité de l'alimentation. Et vous savez qu'avec nos kebabs et nos mayonnaises, très fréquentes dans nos villes, c'est pas ça qui va améliorer la qualité de la nutrition. Oui. C'est aussi l'habitat, c'est le transport, c'est la qualité de l'éducation, c'est la culture, ce sont les arts, c'est la qualité de notre environnement, à tout point de vue, dans toutes ses dimensions. C'est les relations sociales et de travail, c'est la pratique du sport, c'est les modes de vie, c'est les modes de consommation et bien d'autres facteurs qui font la santé de la population. C'est pas seulement le fait d'avoir un hôpital ou d'avoir plus de médicaments. Et donc c'est là qu'il faut agir d'abord et avant tout. L'hôpital et le médicament sont très importants, sont décisifs dans certains cas et dans certaines situations, mais seulement comme complément, comme réparateur en cas de défaillance et non pas en termes de remplacement. Et puis, j'ai constaté également qu'on a trop médicalisé les problèmes sociaux et transformé les soins et la santé en marchandises. Malheureusement, on ne règle pas, par exemple, et vous le savez bien, les problèmes d'hygiène ou les conséquences du tabagisme avec seulement des antibiotiques. Et on ne règle pas les problèmes du mal-être social avec des antidépresseurs seulement. Le secteur de la santé est en partie devenu un marché où la sélection par l'argent ou par le capital de connaissances est dominante. Donc je pense que le secteur de la santé est le reflet de la qualité du niveau de vie, du développement, de l'équité et de l'éthique dans un pays. Et cela reflète le projet de société que l'on veut construire. Ablatif, vous me posez la question, est-ce qu'il y a un modèle que l'on doit suivre, qu'on doit imiter, qu'on doit copier? Non, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle absolu. Chaque pays a son système en fonction de son histoire, en fonction de son contexte, en fonction de ses capacités et de ses ressources. Cependant, les systèmes de santé qui sont les plus équitables, les plus performants, sont ceux où le financement n'est pas individuel, sont ceux où le financement est collectif, où les soins sont prépayés de manière solidaire, où la prévention et la promotion de la santé sont dominants, où l'accès aux soins et aux technologies médicales est équitable et où les citoyens et les professionnels de la santé participent sous différentes formes à la prise de décision et sont partie prenante du fonctionnement de leur système. Vous me parlez aussi de préalables. Est-ce qu'il y en a? Bien sûr qu'il y a des préalables pour qu'on réussisse. Je les résumerai en quelques mots, si vous voulez bien. Premièrement,
il faut qu'on s'accorde sur une vision, sur une stratégie pour l'avenir. Qu'est-ce que l'on veut comme santé dans notre pays dans les prochaines années? On ne peut pas aussi construire ou développer une politique nationale de santé sans faire un bilan chiffré, une évaluation complète, objective du secteur de la santé. Et ça, c'est important. On ne l'a pas actuellement. On a des bribes de bilan sur tel ou tel aspect, mais on n'a pas un bilan critique, chiffré, complet, objectif, indépendant aussi. Ce n'est pas au ministère de faire le bilan de son propre activité. Bien sûr qu'il doit le faire, mais il faut qu'il y ait aussi des regards externes, objectifs, et de toutes les parties prenantes du secteur de la santé et en dehors du secteur de la santé qui disent est-ce qu'on est content de ce qui se passe? Est-ce que les performances sont bonnes? On doit faire un bilan des états de santé de la population. Vous parlez à un cardiologue, il vous dit la cardiologie c'est le plus important. Vous parlez à un cancérologue, il vous dit les cancers c'est la priorité des priorités. Vous parlez à quelqu'un qui s'occupe du diabète, il vous dit c'est le diabète qui est la priorité numéro 1. Non, et l'autre c'est l'asthme qui est très important. Non, c'est les maladies respiratoires qui sont dominantes. De quoi souffre et meurt notre population? Il faut une enquête. Une question, tout à fait. Pour aller savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Combien on dépense pour la santé en Algérie? On connaît le budget du ministère de la Santé. Combien vous et moi nous dépensons? Combien les ménages dépensent? Combien les entreprises dépensent? Combien les militaires dépensent? Tout ça, on ne le sait pas. Quelle est la dépense nationale de santé en Algérie? Personne ne peut vous donner un chiffre précis au jour d'aujourd'hui. Le bilan de la gratuité, parce que certains disent « Ah, c'est la faute à la gratuité ». D'autres disent « Ah non, c'est la faute au privé ». Mais il faut faire une évaluation multiple, concrète, objective, avec tous les paramètres concernés pour savoir si la gratuité est une bonne chose, s'il faut la continuer, s'il faut la modifier, dans quel sens. Même chose pour le secteur privé. Il représente 50% des professionnels de la santé dans ce pays. Il offre de multiples services. Est-ce qu'on doit le réguler? Est-ce qu'on doit lui donner beaucoup plus de moyens? Est-ce qu'on doit lui ouvrir toutes les portes? Est-ce qu'on doit l'organiser autrement? Comment faire une complémentarité entre privé et public? Tout ça doit faire l'objet de bilans précis. Et puis, troisième point, comme préalable, il faut qu'il y ait des travaux d'experts pour faire des estimations, pour faire des scénarios, pour faire des projections et étudier les conséquences des options et des possibilités que l'on a. Si par exemple on dit on va généraliser la gratuité, bon, quelles sont les conséquences? Si on dit que la sécurité sociale doit payer tout, quelles sont les conséquences? Si on dit que le malade doit payer la moitié ou le tiers, quelles sont les projections? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalistique? Est-ce que c'est acceptable? Donc il faut donner la possibilité aussi, et pas seulement aux experts, de faire des projections, des estimations et des études d'impact sur le plan médical, sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Si on prend telle mesure, si on généralise la sécurité sociale ou les mutuelles ou les hôpitaux ou les CHU, si on crée un CHU par wilaya, quelles sont les conséquences budgétaires et médicales et financières et sociales? Donc tout ça doit faire l'objet de toute une série de travaux pour éclairer la décision. Ensuite, c'est aux politiques de décider, bien évidemment. Et puis enfin, la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Donc c'est important qu'il y ait une consultation, un débat public pour justement avoir les contributions, les avis de tous les concernés, de toutes les parties, de tous les secteurs, de toutes les forces vives du pays pour justement élaborer une stratégie, une politique de santé qui satisfasse les professionnels de la santé, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs sociaux et bien sûr les patients, les malades et les citoyens. Le message est très bien passé. Retenir l'analyse des chiffres, des bilans, parce qu'il s'agit d'économie, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas la transformer en philosophie. Il y a donc la nécessité d'obtenir ces chiffres pour éclairer les décisions. Ce triste événement de cette pandémie, qui est un test un peu, est-ce qu'on peut en tirer de sérieuses leçons pour renforcer notre système de santé et le rendre bien sûr plus efficace? Vous l'évoquez tout à l'heure, vous disiez que c'est certes une opportunité pour nous pour le booster. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je voudrais d'abord commencer par dire que on est encore loin de la période de l'après-Covid. Dans le monde et en Europe. Le SARS-CoV-2, responsable de l'épidémie de COVID-19, ne s'éclipsera pas
ne disparaîtra pas par enchantement dès que le confinement sera levé. Fin mai ou juin. Tant qu'un vaccin n'aura pas été mis au point, tant qu'on n'aura pas des médicaments efficaces et validés par tous, et pour toutes les formes de manifestation de ce Covid-19, ce virus rôdera sûrement encore pendant longtemps. Donc, fin de confinement ne signifie pas extinction du virus. Je voudrais quand même insister sur ce message pour ne pas donner de faux espoirs et précipiter les choses. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec, au moins pendant une période. Et les gestes barrières que vous connaissez doivent être maintenus pour le moment. Même chose peut-être pour la distanciation physique et qui ne doivent pas être abandonnés rapidement par l'ensemble de nos compatriotes et citoyens. Il faut donc rester extrêmement vigilant et appliquer tout ce qui est préconisé par l'OMS et par le comité scientifique et de suivi des Covid-19 qui a été mis en place au niveau du ministère de la Santé. De plus, je ne vous apprends rien en vous disant que le risque d'une deuxième vague est loin d'être écarté en septembre, octobre, je ne sais pas. Maintenant, revenons à votre question sur est-ce qu'on peut tirer quelques leçons. Je ne voudrais pas paraître ambitieux ou prétentieux, mais je voudrais avec prudence énoncer quelques petites leçons que l'on peut tirer de ce qu'on a vécu. La première, elle porte sur la responsabilité de l'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce virus, c'est le résultat un peu des perturbations de la biodiversité et de ce qui s'est passé en Asie et en Chine en particulier. Mais ça concerne pas seulement la Chine et l'Asie, ça concerne l'ensemble du monde et l'ensemble des individus dans leur comportement de tous les jours. Donc ne pas et ne plus séparer la santé de l'environnement. Et l'environnement, autrement dit tout ce qui nous entoure, a des effets directs sur l'organisme humain. Environnement physique, environnement naturel, environnement économique et environnement social. Et il faut dire, la prise de conscience est lente de ce lien étroit entre état de santé et état de l'environnement. Regardez l'état d'hygiène dans nos villes et ailleurs. Regardez la façon dont on traite nos forêts. Regardez les eaux usées, regardez les eaux polluées qui sont partout. Regardez les pollutions de l'environnement qu'on constate dans nos grandes villes et qui sont le résultat de l'homme et de sa façon de vivre et de fonctionner et qui ont donc des conséquences sur son état de santé. Tout ça nous rappelle que le lien entre santé et environnement est extrêmement important et cette pandémie nous le montre encore une fois. Une conséquence de cette observation, parce que je ne voudrais pas rester théorique, une conséquence de cette observation est par exemple sur la formation des professionnels de la santé. Quelle est la part de l'environnement dans l'enseignement dans les facultés de médecine, de pharmacie et même des autres disciplines? Je ne pense qu'on ne pourra pas dans les facs de médecine faire comme s'il ne s'était rien passé. La composante environnement, physique, économique, sociale est très peu présente dans les formations universitaires en Algérie et ailleurs aussi. Et je pense qu'un des enseignements, c'est qu'il faut l'introduire massivement et de manière intelligente. Deuxième peut-être leçon, c'est que cette pandémie a montré que le pays n'a pas un système performant d'alerte, de préparation et de riposte aux catastrophes et aux urgences sanitaires. On a parlé du Covid-19, mais ça peut être une catastrophe industrielle à Skikda, à Annaba ou à Arzeu. Ça peut être des inondations comme on n'en a jamais vu. Et vous savez qu'il y a une perturbation climatique qui peut tout à fait produire cela. Donc, les urgences et les catastrophes, on n'en a pas fini avec. Et donc, c'est important d'avoir un système d'information et de veille sanitaire performant et intégré, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qu'on a vécu récemment nous montre que justement, on a des bribes, on a quelques éléments, mais on n'a pas un vrai système. Et donc, les polémiques, par exemple, qu'on a eues sur les chiffres et les données, sur le nombre de cas dépistés, sur les porteurs de virus, sur les décès, sur la nécessité d'enquêter et de tracer tous les cas suspects, sont le résultat de cette faillite du système. Certains disent « Oh non, non, ils nous déclarent que la moitié de ce qui est vraiment les cas vraiment réels ». Mais pourquoi on peut dire ça? C'est parce qu'on n'a pas un système qui est transparent, crédible, sérieux, solide. Et donc je pense que cette pandémie devrait nous permettre d'investir dans
dans le système d'information et de veille sanitaire en ayant l'expertise, les compétences et les outils pour cela. Et je sais que ce n'est pas extrêmement difficile, mais c'est une décision stratégique parce que c'est la colonne vertébrale du système de santé. Merci beaucoup. L'autre constat qu'on a... Allez, poursuivez. L'autre constat, oui. Rapidement, l'autre constat, c'est que, évidemment, la pandémie ne s'est pas manifestée de la même façon partout dans le monde et dans notre pays. Et évidemment, c'est important de tenir compte des réalités régionales et locales. Et donc, à mon avis, c'est important que pour l'avenir, on ait un système de santé beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus déconcentré et qui donne la possibilité de s'impliquer pour les autorités locales et les populations de manière beaucoup plus importante. Et ça, c'est une réalité. Et on ne peut pas avoir une vision centralisée, dominante, mais c'est important que la décentralisation et l'implication des autorités locales et des représentants de la population soient là. Évidemment, cette pandémie nous a montré l'importance de l'État, l'importance du gouvernement, l'importance des autorités centrales et territoriales, et aussi l'importance d'un secteur public qui soit sérieux, parce que si on n'avait pas les hôpitaux publics, si on n'avait pas des possibilités de mobiliser rapidement les projets de la santé, on aurait eu du mal. Mais aussi, on a constaté que la société civile était extrêmement dynamique. Elle a montré une solidarité fabuleuse pendant cette pandémie. Donc c'est important que l'on développe ce qu'on a un peu oublié dans notre pays, alors qu'on était très fort il y a quelques décennies, en termes de planification, des orientations économiques et sociales et sanitaires, mais aussi une décentralisation. Et puis, un autre point que je voudrais signaler, c'est l'importance de mobiliser l'expertise technique et scientifique. Et ça, c'est le comité scientifique qui a été mis en place par le ministère de la Santé, par le gouvernement, et je pense que ça a été une bonne méthode. Pour une fois, on a eu recours à l'expertise technique et scientifique. Et je pense que ce modèle qui consiste à mobiliser les scientifiques et à dialoguer avec les politiques a permis de prendre certaines mesures intéressantes. Malheureusement, des fois, les politiques n'ont pas toujours écouté les scientifiques. Et nous avons vu, par exemple, récemment, ces dernières semaines, le fait que le déconfinement n'a pas été bien pensé et bien géré a fait que certaines conséquences ont été observées, notamment des retours en arrière qui ne sont pas à même de crédibiliser ce qu'on est en train de faire. Et puis je terminerai, si vous voulez bien, par 2 points rapides. C'est la coordination avec le secteur privé. La coordination avec le secteur public et privé. Je pense qu'on a un secteur privé qui est très dynamique et très diversifié. Il ne faut pas le laisser, disons, sur la marge. C'est important de le mobiliser. Et il s'est mobilisé. Il a montré qu'il avait des capacités. Ça n'a pas été toujours le cas partout à tout moment parce qu'il n'a pas été bien informé, il n'a pas été protégé, il n'a pas été impliqué. Mais je pense que ça, c'est un domaine de réflexion extrêmement important dans le cadre de la réforme du système de santé. Et puis je termine en disant qu'il y a toutes les nouvelles technologies, la numérisation, les nouvelles formes de pratique de la médecine et de la santé qui sont à déployer. Et là, c'est une opportunité. Beaucoup de gens se sont mis au télétravail récemment. Beaucoup de gens, notamment les étudiants, etc., ont utilisé des méthodes nouvelles d'enseignement à distance. Et certains médecins ont commencé à utiliser la téléconsultation. Donc tout ce champ d'innovation et de création, je pense que c'est aussi une opportunité pour l'élargir dans la période qui va s'ouvrir. Et puis, quelles que soient les conséquences du coronavirus, je pense que il ne faut pas lâcher sur la réforme du système de santé parce que quelles que soient les mesures qu'on prend contre le Covid-19, ce qui va permettre vraiment à notre système d'être résilient et d'être efficace et équitable, parce qu'il y a aussi une dimension équité, c'est de réformer le système de santé dans le sens de réponse aux besoins, mais en même temps dans l'autonomisation, la contractualisation et la mise en œuvre de politiques et de mesures qui permettent vraiment de sortir du marasme actuel dans ce domaine. Parce que sinon, je pense qu'on peut risquer des crises politiques, sociales et sanitaires importantes dans l'avenir si ces réformes ne sont pas entreprises avec sérieux. Voilà, Abdelhafiz, ce que je voulais dire pour quelques enseignements que j'ai tirés rapidement et que je partage avec vous. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Il est certain que ce n'est pas au cours d'un débat que l'on pourra
ébaucher les éléments nécessaires pour nous aider, pour renforcer notre système de santé. Il est certain que le message est passé en tous les cas. Cet échange entre les scientifiques et les politiques, cet échange, la nécessité d'obtenir une information fiable pour aider à la prise de décision. Merci beaucoup donc pour ces précieux éclaircissements. Maintenant, on voit un peu plus clair dans l'organisation de notre système de santé, avec ce qu'on peut attendre dans l'après-Covid, même si c'est pas dans l'immédiat comme vous le disiez. Donc, ce fut un véritable plaisir. Je vous remercie encore une fois. Et quant à vous, amis auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group et vous donne rendez-vous. Oui, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, juste rapidement, Abdeltif, si vous permettez, je souhaite... Je vous en prie, allez-y. Rendre hommage aux professionnels de la santé, aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens, qui à Blida, à Alger, à Sétif, à Oran, à Abel Abbas, à Bjaya, ont fait montre d'une volonté et d'une mobilisation remarquable pour relever le défi et pour limiter les dégâts de ce Covid-19. Et ce qui me réconforte beaucoup, c'est l'immense mouvement populaire et l'élan de solidarité, d'innovation et de créativité manifesté ces derniers mois partout en Algérie par les soignants, par les jeunes, par les artistes, et bien d'autres citoyens. Et je crois, Abdeltif, avec plus de liberté, avec plus de travail, avec plus de solidarité, on peut relever tous les défis. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup encore. Un très beau message d'espoir fort, très fort en tout cas, qui a été perçu. Je vous remercie encore pour ce soutien à l'ensemble de ces professionnels de la santé qui étaient en première ligne, pour ceux que vous avez cités. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont dans le back-office. Donc le message, je pense, en gros, est passé. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être plus longuement, peut-être lors d'une prochaine émission, qui sait. D'ici là, encore une fois, merci. Et quant à vous, amis auditeurs, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission en vous remerciant de nous avoir suivis. J'espère à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci, au revoir. Thank you.